tout le monde. Sur la Tronche en Biais, et sans doute ailleurs également, on reçoit des messages et des commentaires tous les jours, avec des gens qui nous envoient l'extrait d'une vidéo en nous disant « Ah, c'est scandaleux, regarde, elle fait 50 minutes, c'est absolument horrible ce qu'on peut entendre, oh là là, les gens croient n'importe quoi, fais quelque chose s'il te plaît, point ». Ou bien des demandes de débunkage pour ceci ou pour cela, et évidemment, les journées ne faisant que 24 heures, n'ayant nous-mêmes qu'un temps limité et des compétences très très limitées, on ne peut pas apporter des réponses à tout le monde. Et donc je crois que la bonne réponse, la plus honnête, ce n'est pas de venir et de débunker à chaque fois, chaque point précis, mais c'est d'essayer d'inciter les gens à réagir mieux et à être plus autonomes. C'est le but de la pensée critique, c'est pas de penser à la place des gens, mais c'est de les aider à acquérir des meilleurs mécanismes de défense contre les idées fausses qui les assiègent. Et donc, pour répondre à trois questions principales qu'on croit souvent, qu'on reçoit, et auxquelles on n'a pas, nous, moi ici, ni les copains, de réponse ferme, définitive, sourcée, structurée, eh bien, je propose de faire un exercice que j'espère utile, c'est poser ces questions à d'autres collègues, parce que la réponse à ce type de questions, elle ne peut être que subjective, et pour s'approcher d'une réponse un peu plus efficiente, eh bien, il faut conjuguer les subjectivités. Et donc je vous propose, à travers la réponse d'une pléiade comme ça d'acteurs du scepticisme ou de la pensée scientifique, d'essayer de voir ce qui vous parle à vous le mieux dans les réponses qu'on va obtenir des collègues au cours de cette vidéo. L'aventure commence. Première question, qu'est-ce qu'on fait? Comment il faut réagir lorsqu'on tombe sur une vidéo, sur n'importe quelle plateforme, qui fait la promotion d'idées dangereuses, qui de toute évidence cherche à manipuler les gens, qui ment, qui désinforme, et qui, en définitive, dépasse ce qu'on estime être l'exercice normal de la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on tombe sur une vidéo qui nous semble dangereuse? Alors moi, de mon côté, quand je vois une vidéo qui me semble un petit peu louche, eh ben, je vais me renseigner tout simplement, je google un petit peu le sujet et je regarde un petit peu ce qui se dit, notamment sur les premiers liens, en faisant bien attention sur les sites qui sont poussés par Google, parce que je sais que parfois, eh bien, certains utilisent assez correctement le référencement de Google pour faire remonter leur page, et que c'est pas forcément des gens qui sont bien intentionnés. Donc le but du jeu, c'est d'aller lire plusieurs sources sur le sujet. Bien évidemment, parfois, j'ai pas le temps, voilà. Donc si j'ai quelqu'un qui est compétent sur la question dans mon entourage, et ben en général, je peux lui envoyer la vidéo en lui disant « Bah tiens, t'en penses quoi, toi? Parce que je sais que t'es un peu plus calé que moi sur le sujet. » Et donc ça peut m'aider à m'orienter là-dedans. Pour moi, la chose importante, c'est ce qu'il faut ne pas faire en réalité. Pour moi, quand le contenu est dangereux ou faux, l'idée, c'est de surtout pas le propager. Donc on ne le partage pas, même si c'est pour dire « Oh, regardez à quel point c'est faux », parce que ça contribue à sa propagation. Donc, moi, je dirais ne surtout pas partager. Si je vois quelqu'un qui est en train de se noyer et que je ne sais pas nager, je vais pas sauter à l'eau pour tenter de le sauver parce que je pourrais aggraver la situation. Je vais chercher des personnes ou des moyens capables de résoudre ce problème. On n'y pense pas toujours, mais les boutons de signalement, ils sont pas là pour décorer. Et si vous voulez être sûr d'avoir de l'impact, libre à vous d'encourager d'autres personnes à signaler les vidéos que vous jugez dangereuses. En tout cas, ceux qui nous jugent dangereux ne s'en privent pas. La première question posée concerne les vidéos sensibles ou critiques qui proposent des théories ou des techniques qui peuvent mettre potentiellement les gens en danger. Alors évidemment, quand on sort du champ légal, les recours légaux sont les meilleurs, mais que faire? Ma fréquentation, elle n'est pas suffisante pour avoir ne serait-ce qu'une idée intelligente sur le sujet. Ma fréquentation du monde vidéo, mais par contre, je pense qu'il doit y avoir quand même des personnes qui se consacrent à étudier l'efficacité des commentaires, par exemple, qui sont dessous. Efficacité, inefficacité, influence minoritaire. Je pense qu'il doit y avoir des travaux de psycho qui mériteraient d'être épluchés pour voir si contribuer sous les vidéos a un intérêt. Alors moi, j'ai une démarche un peu annexe, vu que je travaille en amont en termes d'éducation, en formation initiale. Quand j'ai le temps, je prends la vidéo en question et puis je la décortique. Alors, avec douceur, parce que la douceur est un maître mot, et le principe de charité aussi, mais néanmoins avec fermeté. Et donc voilà, multiplier des outils pédagogiques
à l'image de ce que certains vidéastes d'ailleurs font, hein. Alors moi, personnellement, quand c'est vraiment énorme, j'ai tendance à rire devant la vidéo, avec du mépris, c'est clair, et pas m'en occuper, donc pas avoir les bons réflexes, j'imagine, de merde, et ces idées se propagent, donc il faut les arrêter, ou il faut prévenir les gens qui potentiellement peuvent tomber dedans. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps avec le pranisme et le respirianisme, donc c'est plutôt ça ma réaction, et pas du tout sûre que ce soit la bonne. J'interviens plutôt quand c'est des choses qui sont pas aussi grosses que ça. Donc le respirianisme, c'est des gens qui pensent qui disent qu'on peut se nourrir que d'air. Donc c'est extrêmement dangereux en vrai comme propos, mais voilà. Mais c'est tellement énorme que ça me passe là. Mais je dis pas que c'est la bonne attitude. Par contre, quand c'est des choses qui sont beaucoup plus banales et beaucoup plus insidieuses, mais des discours qu'on entend souvent et que je trouve très problématiques, là en général je réagis. Le premier cas que j'ai en tête, c'est quand il y avait eu l'affaire Vincent Maccario à l'époque, qui voulait qui utilisait le misérabilisme pour faire grossir son business en gros et estorquer de l'argent aux gens, etc. Et qui nous avait spammé à beaucoup de vidéastes. Moi je lui avais répondu un mail très énervé en lui expliquant pourquoi ça n'allait pas du tout ce qu'il faisait, etc. Mais on s'était posé la question à l'époque d'en parler en public pour, pareil, réagir et protéger des gens qui pouvaient tomber dans le panneau, puisque ça donnait vraiment l'impression que c'était pour la bonne cause, au moins pour certaines personnes qui peut-être n'avaient pas les codes pour décrypter ce genre de choses. Et sauf qu'en fait, on se disait, si on partage, on va lui donner de la visibilité et potentiellement... le bad buzz c'est toujours un buzz, ça va lui donner accès à plus de vues, etc. Donc j'avais juste répondu à lui, mais je voulais pas le mettre en avant, surtout pas. Et en fait, finalement, il y a des vidéastes qui s'en sont chargés, et force est de constater que ça a stoppé son projet. Alors il y a eu énormément de choses très violentes qu'il a reçues en contrepartie de harcèlement, etc., que personnellement je cautionne pas, mais en tout cas ça a stoppé son projet. Et on voyait dans les commentaires des vidéos qu'il dénonçait plein de gens qui disaient « Oh là là, je me suis fait avoir, etc. » Et là je me suis dit « Bon ok, en fait, peut-être qu'il fallait en parler publiquement pour prévenir et pour permettre à certains gens, certaines personnes qui s'étaient faites avoir, de se rendre compte du problème. » Bon, on sait que Vincent Maccario, il continue à faire d'autres choses, mais ce projet-là, en tout cas, il a été stoppé. Et du coup, depuis ça, je réfléchis un peu autrement, et par exemple, récemment, dans la dernière année, je crois, le type de contenu qui m'a vraiment sauté au visage, et qui est pas aussi gros que les gens qui font du respirianisme, qui prétendent faire ça, mais qui est extrêmement banal et pour moi plus dangereux parce que c'est moins gros, donc c'est moins facile à déceler, il y a potentiellement plein de gens qui peuvent être convaincus par ça. Ça a été notamment des chaînes de type pick-up artist ou des trucs comme ça, avec des propos sexistes et de qu'est-ce que ça doit être la féminité, comment les femmes doivent se comporter, etc., que je trouve très problématique parce que c'est des chaînes... Donc moi j'étais montée au créneau contre Monsieur Love sur les réseaux sociaux. Et donc et c'est un public probablement très jeune qu'il a, donc il y a des gamines qui entendent par ce monsieur conseil en amour qu'il faut qu'elle soit très féminine, qu'elle porte des talons, qu'elle soit des petites choses fragiles pour que les hommes les protègent, etc. Donc là j'avais réagi sur Twitter. Je sais pas si c'est la bonne façon de faire, mais déjà en fait il y a un truc viscéral de putain mais c'est pas possible qu'un truc pareil soit dit. Sur la question des vidéos dangereuses, j'aurais apporté un début de réponse, un tout début de réponse en distinguant trois cas différents. Le premier, c'est une vidéo qui contient des propos choquants, orduriers, tout ce que vous voulez, qui attaquent telle ou telle personne, qui sont pas justes. À ce type de vidéo, nous, on n'a pas à répondre. Le deuxième type de vidéo un peu choquante qu'on peut croiser, c'est des vidéos qui prennent la science en otage pour dire là, on a la preuve de ceci, on a la preuve de cela, on sait que c'est vrai. Et d'ailleurs vous vendre telle ou telle pseudothérapie. Là, ça rentre clairement dans le périmètre des choses qu'on peut critiquer.
Et puis il y a tout ce qui va être des idéologies défendues plus ou moins bien. Et là, c'est selon. Parce qu'une idéologie la plus néfaste possible peut très bien être défendue avec des propos sur lesquels la méthode sceptique n'a pas de prise. Pour qu'on ait des prises, il faut qu'il y ait soit un argumentaire déployé, et l'argumentaire peut être foireux, et là on peut le voir, et on peut montrer que tel argument ne marche pas, ou bien reposer sur des faits qui n'en sont pas, ou des vérités de science qui sont complètement biaisées, et là aussi on peut agir, mais le reste, il y a des territoires de la pensée, il y a des types de discours sur lesquels la méthode qui est la nôtre, la méthode sceptique, rationaliste, scientifique, n'a pas de prise. Par exemple, tout ce qui relève des options métaphysiques, la croyance dans l'existence de l'âme, dans le paradis, dans différentes divinités, etc., c'est l'ordre de la croyance personnelle, et à ce titre, d'une part, il faut laisser les gens libres de croire ce qu'ils veulent, et surtout, on ne peut pas contredire gratuitement des propos comme ça. On ne peut contredire des propos de type spiritualiste que lorsqu'ils ont des prétentions à utiliser la méthode qui est celle de la science, alors en quel cas on peut voir si elle est bien utilisée ou pas, ou un vocabulaire qui emprunte à la science et qui parle de démonstration, de preuves, et ce genre de choses. Et là, oui, là on peut venir et dire attention, votre démonstration, elle n'est pas opérante. Mais on ne pourra jamais conclure que la croyance, on aura beaucoup de mal à conclure de manière ferme que la croyance est fausse. Donc il ne faut pas chercher à faire cela. Mais cette précaution étant prise, évidemment qu'il faut réagir. Et c'est normal que vous lui demandiez de venir débunker telle ou telle chose, parce qu'on sert aussi à ça dans le paysage, mais ne nous limitez pas à cela non plus, s'il vous plaît, on n'est pas des machines à débunker. Deuxième question, comment faire, comment réagir lorsque dans un groupe, en particulier un groupe Facebook, on constate que les gens se donnent des conseils qui dépassent le simple bon sens et puis le simple conseil qu'on devrait pouvoir faire pour être dans l'exercice illégal de la médecine. C'est très courant que ça se produise et c'est très dangereux. Il y a d'autres sites, d'autres groupes dans lesquels on a des dérives sectaires avec des conseils bizarres. Voilà, bon, c'est pas rare, c'est fréquent et les gens, encore une fois, aimeraient savoir comment faire. J'ai pas forcément la réponse. Donc je me tourne vers mes et mes collègues pour savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on doit réagir lorsqu'on est dans un environnement comme ça, public ou privé, parce que les groupes parfois sont privés ou fermés, dans lequel on constate qu'il y a une dérive, on est présent à l'intérieur, mais évidemment, si on commence à dire « Oh là, il y a une dérive sectaire », on va se faire lourder. Et peut-être que c'est dommage de se faire virer de ces groupes dans lesquels on pourrait éventuellement avoir une parole qui a du sens, qui peut aider les autres. Quelle parole peut-on avoir pour aider les autres? C'est la seconde question. J'ai envie de d'abord rappeler que personne n'a la responsabilité de résoudre toutes les injustices qui lui passent devant les yeux. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est avant tout un choix. Je veux dire un vrai choix, un vrai. Il faut être capable, je pense, de passer outre son émotion, outre son indignation, et se poser la vraie question. Quel objectif voudrais-je atteindre en intervenant? Et est-ce que ce que je m'apprête à faire va vraiment m'aider à atteindre cet objectif? En général, ça permet déjà d'y voir clair. Pour les groupes Facebook ou autres, ou réseaux sociaux, j'ai du mal à avoir un avis puisque j'en fréquente très peu. Par contre, j'imagine que les dynamiques, elles sont un petit peu comme dans les groupes sociaux réels et souvent de bon ton d'aller individualiser les discussions quand elles sont un peu tendues plutôt que d'aller les faire collectivement. C'est souvent hyper scabreux, les gens s'engueulent, les gens n'aiment pas en plus éventuellement devoir revenir en arrière sur une idée qu'ils avaient devant tout le monde. Et donc, je pense qu'il faut individualiser les contacts et plutôt que de gérer en groupe. Mais je n'ai pas plus d'expertise que ça. Ça m'est jamais arrivé d'être dans un groupe avec des dérives sectaires, donc on parle de l'ordre des sectes, j'imagine. Mais là, encore une fois, avec un peu les mêmes angles de réflexion ou de procédés, l'affaire Macario qui nous touchait tous dans la communauté et... Enfin voilà, on avait tous été contactés par ce gars, on en parlait entre nous, etc. Donc c'est pas nous qui avions des dérives sectaires, mais on observait les comportements de quelqu'un de YouTube. Encore une fois, j'ai l'impression que, après coup, même si c'était normal qu'on n'ait pas eu envie de lui faire de la promotion, j'ai trouvé ça bien qu'il y ait des réactions et qu'il soit dénoncé, parce que, en fait, c'est ne rien dire. Dans ces choses-là, ça nous rend complices
par notre silence de ce type d'action. Et alors que nous, on sait que c'est problématique, etc. Et le fait de même juste rien dire, ça continue à potentiellement laisser du crédit à ce type de profil dangereux. Et du coup, on a une forme de responsabilité. En disant rien, même juste en se taisant, je pense qu'on a une responsabilité là-dedans. Après, c'est pas toujours facile d'être sur tous les fronts, on peut pas... c'est lourd, c'est des débats interminables sur les réseaux sociaux, on n'en a pas toujours envie, etc. Mais je pense que se taire et d'une manière indirecte continuer à contribuer à l'aura de ces personnes, ça leur laisse le champ d'action pour pouvoir continuer à exercer de l'emprise sur des gens et pouvoir faire ça. Donc je pense que quand on constate que quelqu'un a une emprise dangereuse dans notre communauté, c'est bien de réagir. Je pense que ça nous est tous arrivé déjà en soirée ou même en famille d'être confronté à quelqu'un qui a un discours qui peut présenter des risques, des dérives sectaires, etc., un discours anti-scientifique. C'est assez compliqué de gérer ça parce que finalement, je pense qu'on a toujours en tête le fait qu'on peut blesser la personne ou provoquer un débat un peu houleux et on n'a pas envie de ça dans le moment où, pour le coup, on est. Je pense que si c'est une personne qu'on connaît bien, pour le coup, il faut peut-être pouvoir suggérer des pistes de réflexion, engager une discussion, en tout cas peut-être pas aller frontalement dans le debunk dès le début, parce que je pense que quand on croit en quelque chose, si on a quelqu'un qui vient heurter cette croyance de plein fouet, c'est pas toujours la meilleure approche. Je sais que ça peut peut-être fonctionner chez certains d'avoir la technique de l'électrochoc, mais je pense qu'il faut quand même pas mal de pédagogie, et donc il faut accompagner la discussion finalement. C'est quelque chose qui prend du temps, donc peut-être pas prendre à partie cette personne même devant les autres, mais pourquoi pas même profiter d'une pause dans la cuisine ou à la sortie du bar ou je ne sais pas où, peu importe la situation où vous êtes, se retrouver avec la personne et dire « Ah tiens, j'ai réfléchi à ce que tu as dit tout à l'heure et tout, moi c'est vrai que j'avais une autre opinion sur la chose » et puis là commencer peut-être une discussion et essayer d'emmener comme ça progressivement la personne vers une première réflexion, puisque dans tous les cas, il est compliqué de pouvoir faire changer d'avis à une personne en 3 minutes, clairement. Et je pense que c'est un travail de fond sur le long terme qui fonctionne finalement. Donc voilà, peut-être amorcer cette discussion-là et espérer que cette personne-là puisse se renseigner par la suite et se rendre compte qu'effectivement elle est dans une dérive sectaire. Et puis si c'est vraiment un proche, essayer de l'accompagner justement en revenant régulièrement là-dessus. Sur la deuxième question, sur qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est dans un environnement, dans un groupe social qui peut être numérique mais pas forcément, dans lequel on voit qu'il y a des dérives, c'est un peu compliqué parce qu'évidemment être dans la franchise frontale et dire ça c'est de la merde, arrêtez d'y croire, tout ce que ça va faire c'est que ça va vous extraire du groupe. Et ça peut même renforcer le groupe qui va voir qu'il y a des ennemis jusque dans ses rangs. Donc moi je n'ai pas été confronté à ce genre de problème personnellement, mais je suppose que ce qu'il faut faire, c'est plutôt être dans une forme de résistance souple et être dans le questionnement. Lorsque quelqu'un affirme quelque chose, demander pourquoi ce serait vrai, dire que non mais si c'est vrai c'est important, moi je me plais bien dans le groupe, je trouve que c'est intéressant, mais je préférais être sûr qu'on ne fait pas fausse route commune. Et donc à chaque fois qu'on a quelque chose qui est affirmé, il faudra quand même qu'on sache dans quelle mesure c'est connu et c'est vrai. C'est une question qui est souvent mal accueillie, auquel cas l'une des techniques utiles c'est la preuve par autrui, c'est-à-dire dire aux gens d'accord, vous me dites ça, mais le groupe d'à côté ils disent telle chose qui est totalement différente, nous on sait que c'est faux, mais regardez eux ils y croient et elle est défendue avec les mêmes arguments qui sont utilisés. Si les arguments ne sont pas assez forts pour prouver cette chose là-bas que nous savons être fausse, pourquoi serait-il suffisant pour prouver cette chose-là que vous voulez croire être vraie? Alors il faut le formuler de manière un peu plus adéquate que ça, mais je crois que moi j'utiliserais cette méthode-là pour essayer de marquer quand même le fait qu'on refuse de croire sans raison. Et rappeler que croire des choses sans raison, c'est accepter des autres qui nous manipulent.
La troisième question, c'est sans doute la plus courante, c'est la plus importante également. C'est celle qui nous vient spontanément au début de nos questionnements sur la zététique et sur l'esprit critique, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on doit réagir lorsqu'on a un ami, un proche autour de nous qui commence à donner des signes de dérive sectaire, d'endoctrinement, de croyance dans le complotisme, dans tout ce que vous voulez. Voilà, des signes d'une croyance inconditionnelle dans quelque chose qui nous paraît au mieux faux, au pire dangereux pour lui et pour les autres. À ça, évidemment, comme pour les autres, et plus que les autres sans doute, il n'y a pas de réponse unique, universelle, parce que la réponse et la bonne stratégie à adopter, elle va dépendre de votre tempérament et du tempérament de la personne qui est en face de vous. Néanmoins, il y a sans doute des bons conseils à suivre pour ne pas faire des erreurs communes, et peut-être des bons conseils sur quelles questions on doit se poser à soi avant de se lancer dans une discussion avec quelqu'un qui est dans ce cadre-là. Moi, j'apporterai mes propres sentiments, mais j'aimerais d'abord qu'on se tourne vers les collègues vulgarisateurs pour voir un peu, eux, ce qu'ils en pensent, et ma foi, avoir leur lumière sur la question, si des lumières peuvent être portées sur cette question. Alors, suite à l'appel de Mandax, je vais vous donner mon point de vue sur la troisième question, en l'occurrence, que faire quand un proche développe des croyances qui semblent nocives et envahissantes. Donc déjà, je pense que si on essaie de faire changer la personne d'avis dans le cadre d'une discussion, ça ne fonctionnera pas dans la grande majorité des cas. On sait que si la personne se sent attaquée dans ses convictions et ses croyances, son premier réflexe sera de s'y accrocher encore plus fort, tout simplement parce qu'on s'identifie à nos croyances, et si on se sent menacé dans notre identité, on quittera très vite la partie rationnelle de notre esprit pour se plonger dans la partie émotionnelle. Du coup, je pense que cette approche est vouée à l'échec. À mon avis, quand on est confronté à une personne de notre entourage qui a des idées potentiellement nocives, typiquement dans le cas des antivax par exemple, on peut commencer par lui demander comment elle en est arrivée à cette conclusion. Et ensuite, et c'est le plus important, il faut l'écouter de façon très sincère, en s'intéressant vraiment à ce qu'elle nous dit. Parce que, encore une fois, si elle a l'impression qu'on la prend de haut, qu'on se moque d'elle ou qu'on veut lui donner une leçon, elle s'enfermera encore plus dans son idée. Et en plus, ça lui donnera une image négative des personnes qui ne pensent pas comme elle, et ça ne fera qu'alimenter sa fibre conspirationniste, sans doute. Ensuite, on peut lui dire qu'on ne voit pas les choses de la même manière, et que si elle le souhaite, on peut lui dire pourquoi. Mais encore une fois, sans se mettre au-dessus, simplement pour partager notre raisonnement, un peu comme si on échangeait nos solutions après un problème de maths au collège. Alors à l'issue de cet échange, la personne n'aura sûrement pas changé d'avis, bien sûr, mais ce n'était pas le but de toute manière. Le but de cette approche, c'est de semer la graine du doute dans son esprit. Et si la personne ne se sent pas attaquée mais respectée, cette graine poussera beaucoup plus facilement. Voilà. Pour un proche, c'est délicat parce que c'est un proche, donc on ne veut pas le perdre. Et je pense que on ne peut pas non plus manipuler les gens pour qu'ils pensent exactement comme nous on pense. Donc j'imagine que la bonne façon, du moins celle que j'emploierais moi, ce serait de poser des questions. Et de poser des questions qui sont un peu orientées pour essayer de montrer l'aspect illogique ou l'aspect insensé de la chose. Et parfois, c'est très logique ce qu'ils pensent, parfois c'est très sensé, donc c'est difficile d'aller à l'encontre de ça, mais ce serait plus de venir planter des graines pour faire naître, pour faire germer une idée, plutôt que de pousser une opinion. Voilà. Et alors justement la question 3, bon j'en ai parlé un petit peu là, mais je pense que c'est important donc d'accompagner un proche, et il faut quand même pouvoir, je pense, mettre un stop si on sent que là ça devient dangereux pour son intégrité physique. Hein. Clairement, si là on sent qu'il y a un danger à un moment donné, il ne faut pas hésiter à intervenir, je pense, d'une manière peut-être un peu plus violente, j'en sais rien, mais alors ça ne veut pas dire lui tirer les cheveux, et voilà, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais en tout cas, je pense qu'il y a un temps pour la pédagogie, qu'il ne faut pas trop brusquer les gens,
Mais si jamais vous constatez qu'il y a un danger réel, immédiat pour l'intégrité physique de la personne, de votre proche ou de la personne que vous connaissez, je pense qu'il faut vite intervenir. Et surtout, si vous êtes perdu, parce que moi aussi je le suis, et honnêtement, il y a plein de fois où je suis confronté à des trucs comme ça, et je sais pas comment réagir avec les gens, parce que j'ai toujours peur de les heurter, ou d'être rejeté assez violemment, ou d'être sur quelqu'un qui dans tous les cas ne veut pas écouter ces arguments-là. Eh bien, pourquoi pas tenter d'appeler une association pour discuter avec eux en leur expliquant le problème et en disant voilà, je suis témoin d'une dérive sectaire, de quelqu'un de mon entourage qui est emprisonné dans une spirale, je ne sais pas du tout comment lui venir en aide, comment est-ce que je peux faire. Il y a des gens qui essayent de réfléchir à ces solutions-là. Je pense que dans tous les cas, il n'y a pas de bonne solution, parce qu'il y a plein d'approches différentes, il y a plein de personnalités différentes. Il ne faut pas culpabiliser de ne pas y arriver, ou de demander de l'aide, tout simplement, pour y arriver. Peut-être que la solution, c'est aussi d'aller en parler à d'autres proches de cette personne-là, en lui disant, écoute, voilà, je pense que là, il est en train de s'enfermer dans quelque chose qui est mauvais pour lui, et peut-être qu'on devrait intervenir, mais en y allant, voilà, doucement, progressivement, chacun, peut-être qu'on peut tous discuter avec lui, et voir collectivement ce qui peut être fait pour accompagner cette personne. Voilà, c'est une réponse... peut-être pas la meilleure, mais en tout cas c'est celle que j'ai. Faut pas culpabiliser, il faut pas hésiter à aller vers ces gens-là et à entamer un dialogue. Surtout, ne jamais se moquer de ces gens-là et de leurs croyances, parce que c'est le meilleur moyen, je pense, de les faire sombrer dans leur délire, quoi. Moi, en ce qui me concerne, dans mon entourage, j'ai des amis qui ont des croyances ésotériques ou des choses comme ça, des choses que je partage pas du tout et qui me laissent très très sceptique. Je suis pas très à l'aise face à ces choses-là et je sais pas forcément quoi faire. Je veux pas... Alors, bon, il y a tout un panel de degrés aussi d'ésotérisme. Moi, j'ai personne qui est rentré dans une secte, ou personne où j'ai l'impression que la personne se met en danger, ou ce genre de choses. C'est souvent des gens qui vont pas hyper bien et qui du coup trouvent un réconfort là-dedans. Je sais pas si c'est une bonne chose ou non, mais je l'ai vu avec la maladie de ma mère aussi, où la force mentale, ça fait du bien pour plein de choses, etc. Donc, tant que c'est un complément à côté qui fait du bien au mental, pour moi, ça me dérange pas. Mais c'est un problème quand ça va prendre le dessus sur un vrai traitement, là, dans le cas de la maladie, etc. Ce qui n'a pas été mon cas, par exemple. Et là, j'aurais pas laissé faire. Mais sinon, pour des gens qui vont très mal, une forme de réconfort comme une autre, non seulement c'est difficile d'aller contre, enfin, on peut, mais c'est pas agréable comme moment. Et en plus, je suis partagée sur si ça fait du bien à la tête, pourquoi pas, mais je suis pas du tout à l'aise avec ça, et en effet, j'ai peur que des fois, ça soit la porte ouverte à des trucs pires. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaye de poser des questions. Ah d'accord, t'as acheté un pendule, il t'a répondu de telle question. Ah bah vas-y, on va faire un test et tout. J'ai déjà fait ça avec une copine. On va faire un test, vas-y, je pose des questions à ton pendule, on va voir s'il trouve. Bon, mais je vais pas à l'encontre d'eux, j'essaye pas d'expliquer ou quoi. Mais je me suis pas retrouvée dans le cas où quelqu'un était vraiment rentré dans un truc très grave dans mon entourage, un truc sectaire ou quoi. Je sais pas du tout ce que je ferais dans ce cas-là, pour être honnête. À mon sens, quand un proche dérive, on a toute une palette d'actions possibles. Et personnellement, j'en ai dénombré 7. Primo, on peut se contenter de rejeter. On peut dire qu'on veut pas en parler. Bon, si c'est une dérive dangereuse, c'est moralement discutable de rien faire du tout, mais c'est une option. Deuxième option, on peut débattre, mais les effets de la dissonance cognitive risquent très très fort de faire en sorte que l'issue du débat sera un renforcement des positions de chacun. Ça, c'est ce qu'on observe la plupart du temps. Troisième option, on peut simplement discuter, c'est-à-dire débattre, mais en étant détaché de son sujet. Et ça doit valoir dans les deux sens. C'est un truc qui marche bien pour parler entre sceptiques, mais c'est pas du tout top quand on a affaire à quelqu'un qui est sur une dérive dangereuse. Quatrième option, on peut avoir une discussion coopérative. Ça, c'est le fameux truc qu'on appelle aussi l'entretien épistémique. On va se contenter de ne faire que poser des questions, très important, à notre ami, qui viseront à bien comprendre ce qu'il croit,
Donc c'est vraiment le premier objectif, bien comprendre ce qu'il croit, poser des questions pour mieux comprendre tout ce qu'il veut dire, définir ses termes, etc. Et puis ensuite, on va essayer de bien comprendre avec quelle méthode il arrive à la conclusion que ce qu'il croit est vrai. Vraiment sa méthode, comment elle fonctionne, sur quoi elle est basée, etc., etc. Comment il en est venu. Et on va pas le commenter, on va vraiment rester dans un état de curiosité et lui poser un maximum de questions pour être sûr de bien comprendre ça. Et juste après, on va lui demander de comparer avec une croyance qu'il sait fausse, mais à laquelle on aboutit avec la même méthode que lui. Alors c'est pas facile, mais ça donne de très bons résultats et surtout ça fait réfléchir les deux interlocuteurs. Cinquième option, on peut aussi tout simplement se positionner, parce que mine de rien, si votre ami sait qu'il n'a pas réussi à vous convaincre avec les arguments qui l'ont convaincu lui, il sera pas tranquille dans sa croyance et ça, c'est déjà une petite forme de doute. Sixième option, on peut zapper, on peut changer de sujet. Mais pour les croyances dangereuses, c'est pas top, ça permet par contre de reporter la discussion à un moment plus opportun. On n'est pas obligé de tout résoudre à table en famille. Et alors, septième option, on peut ignorer, on peut attendre que ça passe. C'est pas terrible non plus. Mais quand on fait un choix, c'est important de bien regarder la palette de cartes qu'on a en main et de vraiment choisir au-delà de son indignation. C'est vraiment important. Si la discussion coopérative, l'entretien épistémique vous intéresse, j'ai fait une conférence d'1h30 sur le sujet. Si vous cherchez une méthode miracle, allez dans les sources parce que c'est ça qui, à mon sens en tout cas, s'en rapproche le plus. Maintenant, la question des vrais cas. Là, j'ai plusieurs tuyaux à donner de mon expérience et du fait que j'ai compulsé pas mal de cas de gens qui sont sortis de dérives de type sectaire, par exemple. Maître mot, ne pas être un connard, ne pas être arrogant, avoir un principe de charité, se rappeler l'andouille que nous avons été et le petit gland que nous fûmes. Et se rappeler aussi que quand des personnes font des choix comme cela, ça peut se justifier moralement face à un monde qui est quand même pas le plus beau des mondes rêvés. Donc comprendre bien les moteurs qui les ont amenés à penser à ça. Donc un principe de charité générale, je dirais. Et puis, comme la structure, souvent, elle est faite de façon à repousser tout ce qui est extérieur et à ne garder que l'intérieur de la théorie, à repousser tout ce qui est dehors qui est mal et à garder que l'intérieur du groupe de type sectaire, essayez de pas casser le lien avec votre ami parce que vous êtes peut-être le dernier. Et ça veut dire parfois apprendre à se taire, à garder son calme et à en garder sous la semelle. Et moi, un truc qui a assez bien marché dans plusieurs cas, c'est de proposer des deals, de dire à la personne, tu sais, moi ça m'intéresse, la théorie, a priori, ça me parle pas trop, mais je veux bien farfouiller avec toi. Et j'ai trouvé des docs d'ailleurs qui font des critiques, je serais content d'avoir ton avis dessus. Et voilà, tu me donnes ton point de vue, et en échange, moi je veux bien lire des trucs que tu me files, toi. Et en faisant des échanges comme ça, je m'assure au moins que la personne va lire des contenus critiques qu'elle n'aurait pas été lire spontanément. Moi, je me documente en plus, donc ça m'est utile aussi. Et éventuellement, si la technique s'avère être bonne ou si le mouvement m'a l'air intéressant, j'y plonge. Ne s'est jamais arrivé pour l'instant. Et voilà, douceur, ne pas être un connard, comme disait la fameuse conférence de Phil Plait. Et ne pas casser le lien. Par contre, c'est difficile de prévoir sur quoi chaque individu va lézarder son adhésion. C'est parfois sur un détail, c'est parfois sur un gros truc, c'est dur à prévoir. Au moins, ne pas lâcher la personne, même si elle agace profondément. Alors, c'est sûr que moi, je crois plutôt en amont au travail de fond, expliquer comment marche une dissonance cognitive, expliquer tous les biais cognitifs de base, pour éviter de voir des cohortes d'individus aller compulser ou lire ou voir ces vidéos autrement qu'avec un œil critique. Donc c'est un travail en amont. Une fois que le mal est fait ou que ce corpus d'idées vient pénétrer un cerveau, c'est beaucoup plus difficile de l'en décroter que de faire une prophylaxie avant. Donc c'est pour ça que j'encourage à un travail d'éducation permanent et j'encourage sans arrêt à la création de cours d'esprit critique dès le CM2. Voilà, ça c'est ma révolte à moi. Voilà, courage à toutes celles et tous ceux qui vont affronter peut-être une éventuelle déconversion, qui sachent qu'il est glorieux d'avoir changé d'avis et d'être sorti d'une nasse intellectuelle. C'est glorieux, vous pouvez être fiers de vous et non pas honteux comme certains et certaines que j'ai pu rencontrer pouvaient l'être. Soyez fiers de vous être extirpés d'une niche intellectuelle et dites-vous que vous n'êtes pas seul. C'était mon cas, c'était le cas de plein d'autres gens. Ciao. Enfin, pour la troisième question, la question de savoir ce qu'on doit faire, comment on réagit face à un proche, à un ami, dont on constate qu'il dérive vers des comportements, des croyances extrêmes, disons, qu'on ne cautionne pas, qui nous paraissent bizarres, ou qu'il
qu'il éventuellement commence à se rapprocher de ce qu'on pourrait appeler un mouvement sectaire. Un gourou peut très bien avoir ou bien tout un cheptel avec des centaines d'ouailles, mais on a vu des gourous qui étaient des parasites d'une famille. Donc un gourou qui a 3 adeptes est un gourou, et il peut être un gourou très dangereux, même avec 3 adeptes, parce que pour cela, il représente une autorité qui a des conséquences. Alors comment on doit réagir? La seule certitude absolue, c'est que ce qu'il faut, c'est garder le contact. Dans le sens où, si vous devenez quelqu'un qui est synonyme de dispute, de rejet, de remise en question constante, de critique permanente de ce qu'il pense et de ce qui lui semble être la vérité, alors vous n'êtes plus un ami. Et si vous n'êtes plus un ami, alors le jour où cette personne aura un doute sur ses croyances, et ce jour arrivera forcément. Et les gens qui affichent comme ça des totales certitudes le font parfois pour en fait oublier qu'ils ont beaucoup de doutes. Et donc quand ça va arriver, quand cette personne aura des épisodes de doute, des crises épistémiques, le moment où elle dit mince, si jamais je me suis planté tout ce temps à croire un truc qui était faux, cette personne-là, si elle n'a pas dans son entourage proche quelqu'un qui est un ami ou une amie, qui est resté proche d'elle, qui lui a manifesté qu'elle n'était pas hostile à ses idées, alors elle pourra accepter d'aller échanger et dire voilà, quand même j'ai des doutes, qu'est-ce que tu en penses? Et là vous pourrez agir, vous aurez une fenêtre de tir, là vous pourrez avoir une parole critique qui va peser. Donc le rôle qui est le vôtre, qui est le nôtre, nous qui ne sommes pas, je crois, dans des dérives de pensée extrême, c'est de continuer à avoir des rapports normaux avec les gens qui sont dans les dérives, à combattre la tentation de se séparer du monde, qui est très forte lorsqu'on rentre dans un tel mouvement, et de rester quelqu'un avec qui on peut parler de tout et de rien. Et notamment, une des stratégies, c'est de parler d'autres choses. Essayez, lorsque vous êtes avec ses amis, de parler de choses qui vous rapprochent. Si vous aimez le foot, parlez de foot. Si vous aimez la nature, allez vous promener. Si vous aimez telle ou telle activité, faites-le ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais en parler. Mais que si la personne qui est en face de vous ne le fait pas, en général, ils le font beaucoup trop. Si elle ne le fait pas, vous non plus. Voilà. Et si elle le fait, éventuellement, après vous avez argumenté, dites j'aimerais qu'on parle d'autre chose et pas que de ça, parce que notre relation, elle est plus importante que juste mon avis sur cette chose qui tient à cœur. Ce serait mon conseil. Au-delà de ça, il y a sans doute des comportements à avoir et d'autres à éviter absolument. Et il y a peut-être des experts. Et je vous encourage à vous tourner vers les gens qui travaillent sur les questions de dérive sectaire. Il y a notamment des associations, il y a le GEMPI, il y a le CCMM, le Centre contre les manipulations mentales, il y a l'UNATFI. Ce sont des associations comme ça qui travaillent avec les familles des victimes de dérive sectaire et avec les victimes elles-mêmes qui lorsqu'elles sont victimes, sont en général des ex-membres, parce que pour comprendre qu'on a été victime, il faut d'abord sortir du mouvement. Et ces gens-là ont vécu des choses et ont de l'expérience et en général sont en contact avec des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là. Voilà. Et eux auront des réponses plus complètes que ce que vous pourrez trouver sur YouTube en suivant des gens comme nous. J'espère en tout cas que ces éléments de réponse vous paraîtront utiles, que vous aurez envie de les partager, que vous aurez envie d'être utile. Je pense que vous avez déjà envie, c'est pour ça que vous écoutez cette vidéo. Vous voulez être utile par rapport à ces questions-là dans votre entourage et pour vous-même. Et pour ça, je ne peux que vous féliciter parce que si plus de gens avaient votre volonté d'être vigilants, le monde irait beaucoup mieux, en tout cas par rapport à ces questions-là. Et ce serait déjà pas mal, parce que les conséquences de ces croyances extrêmes sont souvent invisibles, mais elles sont partout. Et on ne peut pas rester sans rien faire. Merci à vous d'être dans le désir de ne pas rester sans rien faire. Un très grand merci aux collègues vidéastes qui ont accepté de donner de leur temps, de leur énergie et de leurs idées pour remplir cette vidéo collective collégiale. Évidemment, elle n'a de sens que parce qu'ils ont accepté de répondre aux questions que je leur ai soumises. Un grand merci à ceux d'entre vous qui appréciez ce contenu et qui le partagez autour de vous. Si les vidéos rencontrent du succès, ça n'est que parce qu'elles sont partagées
autour de vous. Donc faites l'effort si vous trouvez que ça vaut le coup. Merci à ceux qui soutiennent la Tronche en Biais via Helloasso et Tipeee. Nous sommes une association, ASTEC, Association pour la science et la transmission de l'esprit critique. Et donc on fonctionne notamment, essentiellement grâce à votre générosité. Ça nous donne les moyens et le temps de faire des contenus. Et il y en aura pour la rentrée, davantage j'espère. Et puis enfin, un message de soutien sincère à toutes les personnes qui sont confrontées dans leur vie directement aux choses dont on a parlé dans cette vidéo. Sachez qu'on a conscience, tristement conscience des conséquences des croyances et que ce n'est pas anodin de croire des choses qui peuvent paraître ridicules par certains aspects. On sait bien que c'est grave et que c'est dangereux, c'est bien pour ça qu'on est motivé à continuer de travailler sur ces questions-là, les questions des croyances. Et la réponse, elle ne sera que collective. On ne peut pas attendre que chacun soit toujours capable de résister comme il faut à la séduction des croyances les plus dangereuses. On sait bien que des gens vont se faire avoir, ça peut arriver à n'importe qui, et donc il faut qu'on soit armés les uns les autres pour se défendre collectivement, pour alerter lorsque on a quelqu'un autour de nous qui donne des signes de faiblesse ou de dérive, sans le juger évidemment. Vous avez compris que c'était un des maîtres mots. Et donc soutien vif, franc et massif à toutes les personnes qui connaissent ces crises-là ou qui sont passées par ces crises-là, par les tourments de croyances un petit peu comme ça qui emprisonnent. Et soutien à ceux qui vont passer par là, parce qu'on ne peut pas prévoir, et si ça vous arrive, eh bien j'espère que les conseils qui sont dans cette vidéo vous seront utiles. Voilà, reprenons une activité normale. Bisous, à bientôt.